Voilà, je suis critique de cinéma, je m'intéresse, comme vous, à la comédie musicale. J'ai organisé aussi à Paris un ciné-club, enfin plusieurs ciné-clubs, et puis à Enghien-les-Bains, un ciné-club sur la comédie musicale l'année dernière. Et je trouvais intéressant, effectivement, de s'intéresser à Los Angeles, qui n'est pas une ville très représentée dans la comédie musicale, et notamment de raccorder ça à deux films qui passent dans la programmation ici, qui sont Chantons sous la pluie et La La Land, dont je présume que beaucoup d'entre vous les ont vus. Je peux présumer ça. Voilà. Donc effectivement, je me mets à la table parce que je voudrais un peu vous montrer des extraits, des images, mais je ne suis pas loin. Et vous pouvez rentrer, sortir, ça ne me gêne pas du tout. Et vous pouvez aussi vous manifester. Il y a même un micro, même si je ne sais pas s'il faut que je l'allume ou s'il est toujours allumé. Donc voilà. Alors, je sais pas, il faut que je... Voilà, donc n'hésitez pas, même pendant ce que je dis ou après un extrait, alors si j'arrive à faire marcher les extraits, à vous manifester. Oui, donc l'idée, en fait, c'est de se dire que Los Angeles... jusque dans sa topographie, en fait, dans le fait qu'elle a un centre. Il y a downtown Los Angeles, mais je veux dire, c'est une ville qui est perçue comme étant tellement étendue que la notion de centre est évidemment problématique dans cette ville. On sait aussi qu'elle a été gagnée sur le désert. Et ces particularités-là, qui sont des particularités géologiques, géographiques et historiques, en fait, ont informé, disons, son statut dans la comédie musicale, son statut assez particulier dans la comédie musicale. Pourquoi est-ce qu'on pourrait dire la comédie musicale au cinéma a été d'abord à New York ? Évidemment pour plein de raisons. L'une étant quand même que vous vous souvenez, et si vous venez de revoir Chantons sous la pluie, c'est l'occasion de vous le remémorer, au moment où on passe au parlant, c'est quand même un moment assez brutal, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup fournir de scénarios pour le cinéma qui est devenu parlant, et évidemment Broadway, la scène musicale, est un pourvoyeur d'histoires déjà écrites. Donc c'est vrai que dès le début du parlant, il y a énormément de comédies musicales qui vont être portées à l'écran et qui sont en lien avec la scène de Broadway, donc de New York. Donc il y a cette prédominance de New York au début. Et puis, vous le savez, si vous connaissez les premières comédies musicales donc, du début des années 30, très souvent, en fait, comment est-ce qu'on intègre les numéros musicaux ? Justement, on ne les intègre pas, c'est-à-dire qu'on invente des histoires dans lesquelles des gens préparent un spectacle, et c'est un petit peu sous la forme de la revue, c'est-à-dire qu'on peut enchaîner comme ça, au cours du récit, des numéros, avec un récit assez simple, qui est que des gens sont justement des danseurs et des chanteurs, et donc il n'y a pas encore ce qu'on a appelé le musical intégré, et on reste comme ça très très près de la scène et de cette idée du film de coulisses. Je vais en reparler, notamment si vous ne les avez pas vus, je vous recommande là-dessus les films de Busby Berkeley, où souvent on est autour de Broadway parce que ce sont des gens qui préparent des spectacles. Et puis New York, me semble-t-il, du point de vue de l'intérêt que le cinéma musical peut y avoir, c'est quand même le plus souvent une ville où on débarque. C'est-à-dire qu'on arrive véritablement sur le continent américain, même dans le cinéma non musical, si vous pensez à L'Émigrant de Chaplin, il y a toute cette arrivée par Manhattan, par la Statue de la Liberté, c'est quelque chose qui symboliquement est très fort et qui fait de bonnes attaques, si vous voulez, de films. Et évidemment, là, je pense à un film qui est très important dans l'histoire de la comédie musicale, sur lequel je ne vais pas m'étendre, puisqu'il est justement situé à New York. C'est Un jour à New York, On the Town. Que vous connaissez. Est-ce que vous le connaissez, ce film ? Vous reconnaissez notamment Gene Kelly. C'est le film que Gene Kelly et Stanley Donen font, j'allais dire,
pour New York. C'est un film de 1948, véritablement, puisque c'est assez révolutionnaire leur idée de tourner en décor réel dans la ville. Alors ils n'y arrivent pas tout à fait, c'est-à-dire qu'on leur dit vous êtes gentils mais ça coûte tellement cher, on va faire une grosse partie du film en studio, mais enfin dans l'intention c'est ça, c'est-à-dire que il faut qu'on voit la ville véritable, et donc c'est vrai que On the Town, avec son intrigue assez simple, ces marins ont 24 heures pour avaler tout de toutes les merveilles de New York. Voilà, du coup ça programme une visite des monuments de la ville. Je passe vite, mais le pont de Brooklyn, la Statue de la Liberté, l'Empire State Building, et puis du mobilier urbain, si vous voulez, qu'on reconnaît immédiatement, voilà, les taxis, et la scène extraordinaire que si nous parlions de la comédie musicale à New York, je vous passerai, qui est cette fois-ci la scène de Beau Fixe sur New York, qui est un peu un pendant plusieurs années après de On the Town, It's Always Fair Weather, également de Kelly et Donen, où on a aussi cette idée de temps limité dans la ville, mais cette fois-ci, vous remarquerez qu'on est avec des objets plus triviaux, vous voyez, là, c'est les poubelles, c'est les couvercles de poubelles, c'est génial dans ce numéro, qui servent de fer de claquettes, mais en tout cas, dans ce deuxième film, on a une vision quand même déjà moins idyllique et aussi moins touristique de New York, et le film a une tonalité un peu plus sombre. Pareil, et là je passe aussi assez vite, c'est pas notre sujet, mais ce sont des films tellement importants qu'ils programment, disons, toute ville à la limite dans la comédie musicale américaine. Vous connaissez bien sûr le numéro Dancing in the Dark de Sid Charisse et Fred Astaire dans Tous en scène. D'ailleurs, Jacques Froger nous fait partager ses affiches. Il y a plusieurs affiches de The Bandwagon, Tous en scène, ici, de Vincente Minnelli, le film de 1953. Alors, c'est en studio, mais on voit très bien, et c'est Central Park qui est reconstitué de manière immanquable, avec la calèche, etc. Et évidemment, le lieu est très important, puisque c'est dans cette espèce de poumon vert de New York que se lie l'intrigue amoureuse, enfin le lien amoureux qui était difficile à créer entre eux deux, puisqu'ils sont représentants de deux formes de danse différentes, a lieu à l'intérieur du parc. Donc c'est extrêmement important, ce paysage urbain new-yorkais. Donc Los Angeles, c'est pas la même chose, c'est-à-dire que Los Angeles n'est pas listé comme étant un endroit avec des monuments. Bien sûr qu'il y a des monuments à Los Angeles, mais pour le cinéma musical classique, c'est pas ça qui est intéressant dans cette ville. Et les rapports sont beaucoup moins touristiques, on pourrait dire. Elle reste vraiment présente au cinéma, cette ville, bien sûr, comme la ville des studios, puisque vous savez que les studios de cinéma ont commencé là aussi, enfin le cinéma, les studios ont commencé côté Est, côté New York, et puis au cours des années 10, ils se sont installés véritablement à Hollywood pour là aussi diverses raisons, c'est-à-dire la guerre des brevets techniques qu'il y avait à l'Est, pour l'étendue qui était disponible, pour l'ouverture sur justement des montagnes, le désert, etc. Voilà, donc des sociétés de production américaines au début du cinéma s'installent véritablement sur la côte ouest. Donc en fait, on pourrait dire que cette ville, elle est d'abord la ville des studios pour le cinéma, en tout cas. Donc on pourrait dire que tout film hollywoodien est filmé quelque part depuis le point de vue d'Hollywood. C'est pour ça que cette ville, elle est un peu invisible, vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne vous voit pas, vous êtes en train de regarder, donc vous êtes le point aveugle, et c'est un petit peu ça, la ville de Los Angeles. On regarde le désert environnant, on regarde les montagnes, mais on regarde moins la ville elle-même. Il me semble quand même que bien sûr, il y a quand même des lieux de projection, du coup, dans la ville, qui sont aussi des représentants du cinéma. Donc, il n'y a pas que les studios, il y a aussi le lieu où le public va voir les films, souvent en preview. Alors, si vous venez de revoir Chantons sous la pluie, vous vous souvenez l'ouverture au Chinese Theatre de Los Angeles. Et puis, en 54, dans Une étoile est née, c'est pareil, de George Cukor, le film s'ouvre aussi sur une avant-première, avec les stars qui descendent des voitures, etc., au Shrine
Main Auditorium, hein, c'est des lieux de projection mythiques qui existent encore. Et avec, alors est-ce que oui, je l'ai amené, mais je ne sais pas si on voit de loin, c'est-à-dire qu'on a ce plan au début d'une étoile aînée, de l'ensemble, ce plan d'ensemble, c'est presque cocasse, parce que le lieu de la projection est montré comme étant, c'est presque une soucoupe volante au loin. Il brille tellement qu'on le voit de très très loin. Alors, je vous montre dans le début d'une étoile aînée, en fait, Cukor alterne entre des plans qui sont des plans documentaires d'actualité et des plans de reconstitution d'une avant-première qu'il organise avec l'arrivée des stars et de l'impresario. Et là, en fait, au début de ce film, la star qui est attendue, qui est jouée par James Mason, Norman Main, est justement absente parce qu'il est alcoolique au dernier degré. Il est en train de sillonner la ville et notamment, il va rencontrer le personnage joué par Judy Garland. Alors, ce sera l'objet de mon premier extrait. Donc, je situe l'extrait. Norman Main, James Mason a rencontré une première fois Judy Garland en coulisses lors de cette avant-première qu'on voyait au début du film, mais il était complètement sous. Et elle, par contre, extrêmement professionnelle, faisait partie des numéros qui faisaient partie de la soirée, parce que vous savez qu'il y avait des avant-programmes sur scène. Et puis, elle le voit donc pour la première fois dans un sale état. Donc, la rencontre est plutôt désastreuse. Et ensuite, elle doit aller chanter dans un bar de la ville pour gagner sa croûte. Et aussi parce que ce bar-là, c'est vraiment le lieu où elle chante plutôt pour le plaisir avec des amis. Et lui, il va sillonner les bars et la retrouver. Top. From the top? Yeah. The night is bitter, the stars have lost their glitter, the winds grow colder, suddenly you're older, and all because of the man that got away. No more his eager call. Has run off and undone you. That great beginning has seen a final inning. Don't know what happened. It's all a crazy game. Goodbye. Every trick of his, you're on to. But fools will be fools. And where's he gone to? The road gets rougher. It's lonelier and tougher.
with hope. You burn up, tomorrow he will turn up. There's just no let up, the livelong night and day. Ever since this world began, there is nothing sadder than a one-man woman looking for the man that got away. The man that got Very good. We finished again. Oh, no, no, no. What's the matter? Your dancing partner has returned. How do you suppose he ever found us here? Comment est-ce qu'il a fait pour nous retrouver? I'll get rid of him. No, I'll do it. Je m'en occupe. Hello, Mr. Maine. You turn up in the strangest places. Turns out there. And you're cold sober. Well, you better make the most of it. Sit down for a moment. Et vous n'êtes même pas sous. Do you always sing like that? Like what? The way you sang just now? Why? I never heard anybody sing just the way you do. Je n'ai jamais entendu quelqu'un chanter What do de you la façon dont vous mean? Good chantez, or bad? en bien ou en mal. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de mise en contraste dans ce film entre les étoiles, les plans très très larges sur la ville avec toutes ces fourrures, ces flashs, etc. Et ce lieu-là qui est d'ailleurs, donc c'est le Bleu-Bleu, il s'appelle le Bleu-Bleu ce bar. Et d'ailleurs dans la version 2018 d'une étoile aînée de Bradley Cooper avec Lady Gaga, il s'appelle aussi le Bleu-Bleu, mais c'est pas, il s'appelle plus le... C'est une référence au film puisque c'est un bar qui en fait s'appelle The Virgil, qui est sur Santa Monica Boulevard et qui est en fait un bar de drag queens dans le film Une étoile aînée de Bradley Cooper, et qui est en fait plutôt un club de comédie. Mais là, dans cette deuxième rencontre, qui est un peu la première rencontre heureuse du film, on voit bien que ce bar un peu sombre et avec très peu de public est vraiment une sorte de refuge en fait. Et on a là l'indice que cette ville, Los Angeles, est quand même très souvent dépeinte comme une ville un peu cannibale. Et bien sûr, ça renvoie au film de 1950 de Billy Wilder, que vous connaissez, qui n'est pas un film musical, mais qui est Sunset Boulevard, boulevard du crépuscule, et qui est une sorte de nécropole, on pourrait dire, puisque vous savez que Gloria Swanson y joue quasiment son propre rôle de star du muet vieillissante et qui s'est auto-embaumée chez elle et qui va vivre dans l'illusion qu'elle va faire un comeback retentissant. Et ce film, Boulevard du crépuscule, finalement tire aussi, lui, une sorte de bénéfice atmosphérique. C'est-à-dire c'est pas un film qui va montrer là non plus des monuments, des lieux célèbres de la ville, mais plutôt va revenir comme étant, finalement le seul monument alors là je vais c'est un film en noir et blanc, voilà. C'est le portail de Paramount, qui est le vrai portail de Paramount, qui est toujours là d'ailleurs. Et voilà, son passage, c'est un petit peu l'illusion du personnage joué par Gloria Swanson. Puisque les studios existent déjà, moi aussi, finalement, il n'y a pas de raison. J'existe encore pour mon public. Et puis, vous savez que donc, cette ville, à mon avis, l'aboutissement des décennies plus tard de Boulevard du Crépuscule,
en un sens, on peut dire, c'est Mulholland Drive de David Lynch. Je ne m'étends pas là-dessus parce que, là encore, ce n'est pas un film musical, mais dans Mulholland Drive de David Lynch, le film de 2001, on a ces plans sur Hollywood, le fameux panneau, le grand panneau qui est l'un des monuments, pour le coup, de Los Angeles, avec des LED qui font 14 mètres de haut. Vous savez qu'au départ, ce panneau était une publicité pour un projet immobilier au pied de cette colline, le Mont Lee. Et puis finalement, il s'appelait Hollywoodland, et puis dans les années 20, et puis il est tombé un petit peu en ruine. Et finalement, la chambre de commerce de Los Angeles l'a requinqué et s'est dit, voilà, c'est devenu un monument de la ville. Évidemment, quand on voit ce panneau dans un film, ça veut dire que quelqu'un a envie de faire du cinéma. Et c'est comme ça que David Lynch filme le personnage joué par Naomi Watts. Et il y a quasiment exactement le même plan sur l'entrée du studio, puisque c'est une apprentie actrice qui veut venir tenter sa chance à Hollywood. Une dernière petite capture vous voyez, il y a même cette surimpression, hein, voilà, c'est toujours avec de rêver aux étoiles. Alors, en fait, ce qui m'intéresse, c'est que le film musical, lui, n'est pas tellement allé dans cette voie sombre, je dirais, dans cette voie de Los Angeles, comme, alors je disais cannibale, c'est peut-être un mot un peu fort, mais disons nécropole aussi hollywoodienne. Pourquoi est-ce que le film non musical y est allé ? Parce qu'il y a toute une tradition de film noir dans cette ville. Tandis que les comédies musicales, elles, sont plutôt allées du côté des potentialités imaginaires, disons, qu'apporte la ville comme étant ville des studios. Et je pense à un film qu'on voit assez peu, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a des problèmes de droit sur ce film. Avant l'espèce d'escale à New York qui était On the Town, New York, dont je vous ai montré quelques captures au début, il y a eu un film qui s'appelle en français Escale à Hollywood, Anchors Away. Est-ce que vous voyez ce que c'est ? Ce film. C'est un film tourné en 1944 et sorti en 1945. C'est déjà un film MGM, aussi avec Gene Kelly. Un film peut-être mineur, bien sûr, et moins connu que d'autres qui vont suivre, que On the Town aussi, par un réalisateur qui est quand même intéressant, qui est George Sidney, un réalisateur de studio, voilà, pas un auteur, mais quand même un réalisateur intéressant, avec un duo entre Gene Kelly et Frank Sinatra, et qui d'ailleurs va inspirer sans doute Gene Kelly pour remettre le couvert, cette fois-ci à 3, mais toujours avec son ami Sinatra, dans justement On the Town, New York. Donc ce film-là, Escale à Hollywood, qui est un film qu'on peut aussi voir quand on est enfant, c'est un film qui est en fait connu pour une séquence dans laquelle Gene Kelly raconte aux enfants d'une école, alors c'est une école qui est située à Hollywood. Il leur raconte une histoire et dans cette histoire, eh bien, il y a la souris Jerry du cartoon Tom et Jerry. Donc c'est un film dans lequel Gene Kelly danse avec un personnage dessiné et c'est déjà techniquement assez intéressant. Il fait un numéro de claquettes assez étonnant. Et je pensais que je vous avais amené les captures. C'est extrêmement... C'est bizarre, je ne les trouve plus, mais ça vous donnera peut-être envie de voir le film. Ça devait être Mickey au départ, et puis il y a eu un refus de Walt Disney. Bon. Donc ce film raconte, là encore, c'est-à-dire déjà, donc avant On the Town, l'histoire de deux marins qui sont en escale à Hollywood, on est pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont accompli des actions un peu héroïques, et du coup, on leur donne 4 jours de permission pour leurs exploits, et voilà, il faut se dépêcher d'aller faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire séduire des femmes en général à Los Angeles. Et notamment, ils vont séduire une jeune aspirante chanteuse qui, pour gagner sa vie et pour élever son neveu orphelin, fait de la figuration
à Hollywood. Elle fait de la figuration dans des films, et dans des films si possible musicaux, parce que ça lui permet de peut-être côtoyer des compositeurs et donc peut-être obtenir une audition. Et donc dans ce film, qu'est-ce qu'on voit ? On voit justement les studios à la fois comme un espace de travail, un espace d'émigration, c'est-à-dire que c'est un espace d'émigration de travail, puisque ce qu'on voit dans le film, c'est que, est-ce que c'est assez... c'est qu'en fait, c'est bourré de New-Yorkais. Hollywood, c'est Los Angeles, mais surtout Hollywood, c'est bourré de New-Yorkais qui en fait se retrouvent et qui se reconnaissent par leur accent. Donc, en fait, on se reconnaît parce qu'on a un accent de Brooklyn. Là, c'est Clarence, le personnage joué par Sinatra, qui est reconnu par une serveuse qui, elle aussi, veut être actrice, évidemment. Et il va comme il reconnaît dans son accent qu'elle vient de Brooklyn, alors chacun se disant d'où à New York, avec l'accent, voilà, il va finir par d'ailleurs l'appeler Brooklyn. Alors je vais vous montrer un extrait d'Escale à Hollywood, et qui est le moment, alors là pour le coup on reconnaît un endroit de Los Angeles, et qui est une scène assez mémorable où on voit le Hollywood Bowl, qui est, vous allez voir ce que c'est un grand lieu de concert, mais ce qu'on voit dedans aussi, c'est le compositeur que cherche à atteindre cette aspirante chanteuse, et qui, comme par hasard, est joué dans son propre rôle par José Iturbi, c'est-à-dire le chef d'orchestre et du film lui-même. Donc il joue son propre rôle. Alors, je vous montre l'extrait. Mr. Turby's in there, isn't he? Yes, he is. Well, we're friends of his. We'd like to see him. I'm sorry, boys. I wish I could let you in, but I can't. Nobody's allowed in there during rehearsals. Donc, ils n'ont pas le droit de rentrer pendant la répétition. I dream all the time. I go up to a cop and he says, "Glad to see you. Come right in." So we give up, huh? So we don't give up, huh? Donc vous voyez, après ça, c'est un très très long numéro, donc je vous le montre pas en entier, mais c'est assez intéressant parce que il y a comme deux choses dans le numéro. On voit les lieux réels, on les reconnaît, on voit la ville en dessous qu'ils sont en train de regarder, et en même temps les plans sur le piano, et ensuite le numéro continue. On va voir de plus en plus de pianos, et en fait ce lieu, qui est un lieu réel, est tellement démesuré dans son architecture qu'il est une sorte de porte ouverte
sur l'imaginaire et sur ce qui est ailleurs absolument impossible. Et en fait, ce côté absolument démesuré de certains lieux à Los Angeles ouvre non pas sur une connaissance de la ville elle-même, Los Angeles, mais plutôt sur des références du cinéma. C'est-à-dire que, voilà, et comme par hasard, ce numéro de piano rappelle en fait un film de Busby Berkeley, que vous connaissez peut-être, et si vous le... C'est assez étonnant, où il joue avec des pianos de manière... voilà, en démultipliant les pianos. J'ai oublié le nom de ce numéro. C'est dans Chercheuse d'or de 1935, le film. Film de 1935 aussi. Ah oui, c'est The Words Are in My Heart. Et donc, c'est un film dans lequel on voit à la fois une espèce d'armée comme ça de pianos avec des pianistes femmes, et en même temps, parfois, on se rapproche, et à la fin, elle se lève. Enfin, bon, c'est un numéro très, très élaboré, avec 56 pianos à queue, qui bougent, qui tournent, etc. Ensuite, il y a des danseurs hommes en dessous. Enfin, c'est très, très élaboré. Mais en tout cas, vous voyez que dès qu'on rentre dans un lieu de Los Angeles, et singulièrement de Hollywood, en fait, c'est la porte ouverte sur des films, plutôt que la réalité du lieu. Et Escale à Hollywood, c'est vraiment un film qui est assez rare dans le fait qu'il montre en couleur des lieux, des studios, le studio de la MGM pendant les années 40, avec le Tolberg Bundling, l'entrée, le front gate, comme celui de la Paramount qu'on avait vu, les studios ouverts à l'extérieur, la cantine, etc. Donc si vous voyez ce film, vous voyez des endroits qui sont des endroits réels de travail des gens à Hollywood à l'époque. Alors, je vous en montre un extrait, justement, de scène... où Gene Kelly va chercher justement sa nouvelle petite amie qui, comme je vous l'ai dit, travaille dans le studio. Voilà, il va la chercher. Susie, can I speak to you for a minute? What would you like to say? Well, Perhaps I could tell you. Clarence is a very fine boy, that I know. You saved his life, so you owe him something. You've decided that he's just about right for me. Does that cover everything? No, that doesn't come anywhere near it. Oh, well, I forgot. You, like a very definite type of girl, and I'm very definitely not it. Oh, don't be mad, Aunt Susie. I'm sorry. What is it, Joe? Susie, what I want to say... Well, it's not awfully... Oh, the same thing happens every time I'm with you. I hear myself saying words that never have anything to do with the things I feel about you. Oh, I know the things you say, Joe, and I don't like them. Susan, I've never said to you what I really wanted to say because... I guess because my way of saying it just isn't good enough. Well, then there must be some other way. Sure there is. It comes right out of Romeo and Juliet, Three Musketeers, and all the books and poems. Those are the words I want to say, but... No, I can't. You'd laugh at me. I don't think so. Well, then I'd laugh at myself. Words like that don't go with sailor suits and 3-day leaves in the world we live in. They go with that world. Cloaks, swords. Oh, I don't know. If you lived in that house, then I could tell you. But I do live in that house. If you lived in that house, in some other time, you'd be a princess. And I'd be a bandit chief who had a hideout in the hills. A bandit who had seen the princess once and, having seen her, could never forget her. Then one night, he'd risk his life to see her again. Hiding in a shadow here, a patch of darkness there, he'd steal past the light.
c'est fou comme cette séquence anticipe quand même énormément de choses si vous connaissez d'autres films avec Gene Kelly. Par exemple, il parle des Trois Mousquetaires, les Trois Mousquetaires du même George Sidney en 48, dont si vous avez revu récemment Chantons sous la pluie, vous vous souvenez qu'il y a des plans de films dans le film qui sont empruntés justement aux Trois Mousquetaires de George Sidney. Et puis, alors attendez. Et jusqu'en fait dans la scénographie et les costumes, si vous avez vu Le Pirate de Vincente Minnelli, également film de 1948 avec Gene Kelly et Judy Garland, c'est assez étonnant. Les costumes et la scénographie et du décor lui-même, c'est-à-dire la maison dans le film, sont quasiment calqués sur cette scène, même si le film se passe dans les Caraïbes. Et puis même la rose à la fin, si vous avez vu Un Américain à Paris, à la fin du bal des Quatre Arts, il y a ce fondu enchaîné là. Donc on est vraiment dans des anticipations. C'est-à-dire que les grands auteurs qui ont suivi, que ce soit Kelly et Donan ou Minnelli, finalement empruntent à ce film de bonne facture hollywoodienne, mais qui n'est pas considéré dans l'histoire du cinéma comme un grand film. Et il y a un aspect un peu comique. Mais dans cette séquence-là, ce qui me semble aussi intéressant, c'est qu'au début, le studio, c'est un peu l'usine. Les gens quittent le plateau comme on sort de l'usine dans les films Lumière. Voilà, c'est l'heure, tout le monde quitte son travail, les figurants, etc., les techniciens. Et puis, à un moment dans la séquence, et justement ça passe par la danse, non seulement le décor s'anime avec la lumière, mais ensuite par le mouvement de caméra, il se déplie dans sa profondeur, dans les deux sens, dans la profondeur verticale et horizontale, avec la barre sur laquelle il glisse, avec l'espèce de toboggan aussi. Donc la danse véritablement déplie ce décor et lui donne une forme de réalité à ce qui est montré au départ comme étant justement le carton-pâte, quelque chose de très très construit. Et cette façon dont le film finalement met l'accent en bien sur l'artifice, sur le fait que quand on est dans un décor de cinéma, même si c'est faux, même si c'est un lieu de travail, l'amour peut se dire à cet endroit-là. Vous aurez reconnu exactement ce plaidoyer, disons, pour l'illusion, pour le trucage et pour l'artifice qu'est Chantons sous la pluie, parce que Chantons sous la pluie de Donen et Kelly, c'est vraiment ça, c'est de dire on ne peut atteindre à une forme d'authenticité émotionnelle que justement quand tous les éléments du spectacle sont là, et non pas, comme on pourrait croire, une opposition, disons un peu convenue, entre la vérité de l'amour ou la vérité du cœur et le spectacle. Au contraire, Chantons sous la pluie, c'est justement la célébration du spectacle comme étant possiblement le médium de ce qu'il y a de plus intime. Donc, je pense à ce moment-là nécessaire de vous passer l'extrait de Chantons sous la pluie qui se passe dans le studio. Alors juste, je resitue pour ceux qui n'ont pas en tête Chantons sous la pluie. Katie Seldon a quand même la première fois, là encore, c'est toujours le schéma narratif des films romantiques. Leur première rencontre a été désastreuse. Vous vous souvenez, dans la voiture, surtout, elle lui a dit, vous êtes un acteur de cinéma, donc vous faites de la pantomime. C'est l'époque du muet, Chantons sous la pluie est à la fin des années 20, et donc vous faites des grimaces, alors que moi, je suis une vraie actrice puisque je veux jouer Shakespeare sur scène. Je suis une comédienne et vous êtes une ombre sur l'écran, une marionnette. Donc la rencontre a été plutôt ratée au début, et puis finalement il va la chercher quand même partout dans le studio, puisqu'elle est figurante là aussi dans les studios. Il la retrouve sur un plateau de tournage, lui c'est toujours une star, et voilà, elle pense qu'il est très très fâché contre elle, c'est pas le cas, et donc la conversation commence là. Is it all right for you to be seen publicly with me? You mean lofty star with humble player? Not exactly, but for lunch, don't you usually tear a pheasant with Miss Lamont? Oh, now look, Kathy, all that stuff about Miss Lee and Lamont, me c'est is sheer sa publicity. partenaire Oh, it certainly seems more than that. que les From what journaux I read lui in the attribuent columns and comme all those articles in the maîtresse. Fan magazine. Oh, you read the Fan magazine. Well,
Well, I picked them up in the beauty parlor of the dentist's office, just like anybody. Honest? Well, I buy 4 or 5 a month. You buy 4, huh? Well, anyway, to get back to the main point, you and Miss Yes. Lamar do achieve a kind of intimacy in all your pictures. Did you that were- say all my pictures? I guess now that I think of it, I've seen 8 or 9 of them. 8 or 9. You know, it seems to me I remember someone saying, if you've seen one, you've seen them all. I did say some awful things that night, didn't I? No, I deserved them. Of course, I must admit I was pretty much upset by them. So upset that I haven't been able to think of anything but you ever since. Honest? Honest. Well, I've been pretty upset, too. Kathy, look, Kathy, seeing you again now that Kathy, I'm trying to say something to you, but I'm such a ham. I guess I'm not able to without the proper setting. What do you mean? Well, come here. This is the proper setting. Why, it's just an empty stage. At first glance, yes. But wait a second. A beautiful sunset. Mist from the distant mountains. Colored lights in a garden. A lady is standing on her balcony in a rose trellised bower. Flooded with moonlight. We add 500,000 kilowatts of stardust. A soft summer breeze. And you sure look lovely in the moonlight, Kathy. Now that you have the proper setting, can you say it? I'll try. Life was a song. You came along. I've laid awake the whole night through. If I but dared to think you cared, this is what I'd say to you. You were meant for me, and I was meant for you. Nature patterned you, and when she was done, you were all the sweet things rolled up in one. You're like a plaintive melody that never lets me free. But I'm content. The angels must have sent you, and they meant you just for me.
but I'm content. The angels must have sent you, and they meant you just for me. Alors le changement, si on veut, par rapport à la séquence d'escale à Hollywood, bien sûr, vous l'aurez remarqué, c'est que le décor est dépouillé, est dénudé. C'est-à-dire que là, on en arrive vraiment à la mécanique du cinéma. On n'a même plus besoin de représenter et d'avoir des costumes de prince charmant, etc. On va plus loin dans le sens où il suffit de montrer, disons, le squelette de cet artifice du cinéma pour avoir la possibilité d'avoir l'accès à cette intimité. C'est excellent quand il dit je suis tellement cabotin qu'il me faut ce décor pour parler. C'était déjà l'idée dans le film de George Sidney, mais ici le fait de ramener au cinéma lui-même avec la machine à faire du vent, le projecteur, c'est-à-dire vraiment la chose la plus petite et l'échelle, il me semble qu'il y a effectivement j'allais dire un progrès, en tout cas quelque chose qui va plus loin dans la façon de dénuder à la fois, de mettre à nu à la fois le sentiment et le regard, la capacité, disons, du cinéma à réfléchir sur lui-même. Ce qui m'amène, cet aspect très autoréflexif, qu'on trouve ailleurs dans Chantons sous la pluie. Je voudrais quand même, juste par quelques images, vous le rappeler, vous le remontrer. Certes, Chantons sous la pluie, c'est à la fois l'hommage à la scène, ça c'est Broadway, dans la séquence Gotta Dance, mais en même temps, la façon dont elle est filmée, dans le rapport à l'espace, fait que ça ne pourrait pas être pris dans un théâtre. Donc, et puis surtout, il y a la fameuse séquence où on est encore à la période du muet, et où donc on peut se parler sur un studio, dans un studio de cinéma, comme si de rien n'était, alors que derrière, il y a différents petits plateaux où se tournent différents films muets, et peu importe, on n'est pas obligé de faire le silence. Donc là, il y a l'espèce de film de jungle, hop, ils avancent, et puis derrière, il y a un match de baseball, derrière une attaque de train. C'est évidemment comique, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est ça, la ville des studios, c'est la ville de tous ces possibles, et bien sûr, les choses vont changer dans Chantons sous la pluie une fois qu'on est passé au parlant et qu'il faut faire le silence. Il y aura plus cette richesse-là, mais en tout cas, reste la mécanique même du cinéma, et je pense que ça, c'est cette idée que l'artifice nous permet d'atteindre à une authenticité humaine et intime, c'est l'apport principal, je trouve, de Chantons sous la pluie. Alors, cette dimension forcément réflexive par rapport au cinéma de la ville de Los Angeles, comme étant la ville des studios, c'est évidemment ce qui nourrit complètement La La Land. Alors, je voulais savoir si des gens sortaient juste de la projection, l'avaient vu aujourd'hui, La La Land, ou si des gens n'ont pas vu du tout. En même temps, il y avait peu de choses à se mettre sous la dent en 2016 en termes de comédie musicale, donc qu'on l'ait aimé ou non, on l'a peut-être vu parce qu'il fallait consommer du film musical quand on est amateur de comédie musicale. C'est intéressant ce film, peut-être vous avez des avis divergents sur le film. En tout cas, ce qu'on ne peut pas contester de ce film de 2015 de Damien Chazelle, c'est que deux choses. C'est d'abord qu'il se nourrit absolument de toute l'histoire de la comédie musicale, qu'elle soit, en tout cas américaine, classique et française par Jacques Demy, j'y reviendrai. Il est lui-même franco-américain, vous le savez, et il se nourrit, mais pas seulement du cinéma américain, mais du cinéma musical, mais quand même principalement. Et d'autre part, qu'il a cette détermination
d'ancrer son film à Los Angeles. Peut-être parce que lui-même vient de la côte Est et qu'il a déménagé sur la côte Ouest et qu'il a donc un regard sur cette ville qui est un regard, je dirais, un peu conventionnellement désillusionné. C'est-à-dire qu'il rêvait quelque chose comme tout le monde qui vient de la côte Est de la Californie, et puis une fois arrivé là-bas, il s'est aperçu que Los Angeles, c'était avant tout être dans les embouteillages longtemps, enfin voilà, cette dimension urbaine qui n'est pas forcément très attirante une fois qu'on y est. Mais en tout cas, il a décidé d'ancrer véritablement La La Land dans la ville, et c'est l'un des films les plus où on reconnaît le plus d'endroits de Los Angeles. Alors, est-ce que là, j'ai... Ouais, non. Je sais pas ce que je... Bon. En fait, je pensais que vous veniez tous de le voir, donc j'ai pas forcément amené de capture, mais j'ai amené un extrait du film. Simplement pour vous resituer, La La Land s'ouvre sur, non pas un monument de Los Angeles, mais sur une sorte de bretelle d'autoroute, qui est la connexion entre la L105 et la L110, exactement. Donc, c'est un premier, c'est pas un gag, mais disons que on pourrait dire que ça emprunte. Certes, c'est Los Angeles qu'on voit. On a une vue sur la vallée San Fernando et downtown, le centre de Los Angeles. Mais en même temps, on pourrait tout autant dire que ça emprunte à Weekend de Jean-Luc Godard. C'est ce très très grand travelling sur des voitures embouteillées, ou sur Trafic de Jacques Tati. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a les références qui sont sédimentées, mais on est véritablement dans ce qu'on voit réellement. C'est filmé en décor réel à Los Angeles. Il y a énormément d'autres endroits qui sont filmés. Je ne vais pas du tout les lister dans La La Land. Ce qui est intéressant, c'est que il tente, et je pense qu'il réussit, en tournant en 35 mm. C'est l'un des rares qui tourne encore sur pellicule, et donc sans effet visuel, si vous voulez, autre que la façon d'éclairer, etc. Et en décor réel, il arrive à créer une ville qui nous paraît être fausse. C'est-à-dire, ça nous paraît être, dans certaines scènes, une ville de studio. On se dit, c'est pas possible que le crépuscule soit de cette couleur. J'ai vraiment épluché les entretiens, etc., pour savoir si telle ou telle scène était tournée en studio. Et notamment, la scène quand ils sortent de la fête, alors du coup, pour les gens qui l'ont pas vu, mais et où ils font leur premier numéro dansé, donc Ryan Gosling et Emma Stone, ils sont en haut sur l'une des collines de Los Angeles, et ils dominent la ville, et c'est absolument irréel. C'est-à-dire qu'on a les couleurs sont irréelles, l'effet de léger contre-jour, voilà, tout fait penser à du cinéma de studio, et c'est délibéré. C'est-à-dire que c'est un dosage qui est recherché entre la réalité du lieu et l'imaginaire du film de studio, on pourrait dire. Même chose quand Ryan Gosling chante la chanson qui s'appelle City of Stars, qui parle justement de Los Angeles au bord de la mer. Pareil, c'est dans un endroit précis qui existe, et pourtant les couleurs sont assez extraordinaires. On reconnaît par contre des lieux qui sont encore là, qui est par exemple un mur peint qui s'appelle You Are the Star, avec peint sur le mur différentes personnalités du cinéma hollywoodien. On reconnaît un funiculaire. Si vous êtes allé dans la ville, vous savez qu'il a été plusieurs fois fermé, et que pendant que le film était tourné, il était fermé. Il était fermé depuis 2010 et il a rouvert en 2017. Donc après que le film s'en soit servi. Voilà, il y a énormément de lieux qu'on reconnaît. Même le Lighthouse Café, qui est le lieu où le personnage joué par Ryan Gosling, Sébastien, qui est un amateur de jazz, on pourrait dire rétro, c'est-à-dire qu'on lui reproche son amour du jazz, comme lui dit son ami qui est joué par John Legend. Il dit c'est du jazz pour vieux de 90 ans, je cite, et c'est au Lighthouse Café qu'il va l'écouter. Et effectivement, à Hermosa Beach, c'est un lieu, un bar jazz qui a été fréquenté des années 50 à la fin des années 70, même si aujourd'hui c'est pas ce type de musique qu'on y joue. C'est un lieu où des grands noms du jazz ont joué, Charlie Mingus, Miles Davis,
Elvis, entre autres. Donc voilà, il y a ce... Et pourtant, la façon dont les couleurs, dont le chromatisme du film est travaillé et les lumières donnent l'impression que tout cela, c'est un décor, des fausses enseignes. C'est assez étonnant. Alors, l'extrait que je voulais vous montrer de La La Land... Vous aurez remarqué déjà un effet de neige qui est délibérément non réaliste. Donc, c'est le moment où Mia, Emma Stone, qui a déjà un petit ami, merci, décide finalement d'aller retrouver celui dont elle est en train de tomber amoureuse, Sébastien, et donc quitte précipitamment le restaurant où elle a cette soirée collective, parce qu'elle entend dans le haut-parleur le thème. Elle entend le thème du film, on pourrait dire. Donc c'est toujours cet aspect auto-réflexif du film. Vous savez que son personnage travaille dans le café des studios Warner, qui ne sont pas vraiment tournés d'ailleurs dans les studios Warner, mais qui sont quand même tournés dans un studio de cinéma, puisqu'elle y travaille. Et le rendez-vous qu'elle a, et auquel elle avait renoncé à aller, c'est évidemment un rendez-vous au cinéma. Donc on n'en sort pas. C'est-à-dire qu'on est dans cette ville qui est toujours montrée comme une ville de cinéma, soit parce qu'on veut, comme elle, devenir une actrice et qu'on travaille dans un studio de cinéma, soit parce qu'on est, comme lui, cinéphile. Il lui avait donné rendez-vous à ce cinéma qui s'appelle le Rialto, dont on verra plus tard dans le film qu'il ferme définitivement, et c'est vrai, le Rialto est encore là comme bâtiment, mais il a fermé. Il lui avait donné rendez-vous parce qu'elle n'avait pas vu l'un de ses films cultes, qui était La Fureur de vivre de Nicolas Ray. Donc... increasingly bright and increasingly near. As this star approaches us... Jim Stark. I'll go find a place. I'm sorry. As this star approaches us, the weather will change. The great polar fields of the north and south will rot and divide, and the seas will turn warm. The last of us search the heavens and stand amazed, for the stars will still be there, moving through the range. Je viens d'avoir une idée.
Alors vous aurez reconnu l'observatoire Griffith, mais peut-être que vous n'aurez pas... Je ne sais pas si vous avez vu La Fureur de vivre, je vous ai amené l'extrait de... Je ne sais pas si je ne sais pas si j'ai le temps de le passer, ni si c'est très intéressant. En tout cas, ce qui est intéressant dans La Fureur de vivre, le film de Nicolas Ray, qui est un tout petit peu cité, c'est-à-dire qu'on entend un tout petit peu cette scène de l'observatoire, hein, donc ce même observatoire qui est toujours à Los Angeles, c'est que dans le film de Nicolas Ray de 1955, avec James Dean, c'est une sorte de teen movie, si vous voulez. Les adolescents qui sont en sortie scolaire ont une sorte d'épiphanie ou bien de choc, de tout à coup existentiel, on pourrait dire, en écoutant le discours un petit peu a priori très éducatif, un petit peu ennuyeux comme ça sur les étoiles, les galaxies, et tout à coup voilà, ils ont on pourrait dire leur premier choc existentiel de s'apercevoir qu'on est une poussière dans l'univers, et c'est un moment très important du film, et tout en étant aussi une sortie scolaire avec des mains un petit peu baladeuses entre filles et garçons, donc tout l'aspect teen movie. Donc vous voyez que Damien Chazelle a vraiment l'art quand même d'incruster les citations à l'intérieur de son film, et notamment les citations de ce film qui se passe lui-même dans le lieu, à Los Angeles. Mais la citation, il me semble qu'elle est vraiment toujours à plusieurs couches. Et c'est pour ça que je parlais de Jacques Demy tout à l'heure. Vous aurez dans le film certains lieux qui sont des lieux réels sont peints, exactement la technique utilisée par Demy dans Les Demoiselles de Rochefort, c'est-à-dire on prend la ville réelle de Rochefort, on filme les extérieurs, mais on les fait repeindre. Donc il y a cette technique-là qui est utilisée dans La La Land. Et puis bien sûr, dans cette séquence de la danse, on pense par exemple à la scène d'Un Américain à Paris où Gene Kelly et Leslie Caron dansent au bord de la Seine, mais on pense aussi dans la chorégraphie, me semble-t-il, voilà, à Ginger et Fred, à Ginger Rogers et Fred Astaire. Donc voilà, c'est toujours un feuilleté de citations. Et que ce soit la scène d'Un Américain à Paris ou que ce soit les divers films, notamment de Mark Sandrich avec Ginger et Fred, il y a toujours une étape intermédiaire pour arriver jusqu'en 2015. Et notamment, par exemple, ici, il y a tout le monde dit I Love You de Woody Allen. Dans les années 90, il a déjà, on pourrait dire, réécrit la comédie musicale avec, je ne sais pas si on voit, voilà, déjà ce procédé féerique, si vous voulez, de la lévitation. Donc il joue avec... la capture est très floue. Mais donc ils sont à Paris. Et déjà, elle lévite. Donc vous voyez que c'est toujours une sorte de feuilleté, à la fois Jacques Demy, à la fois Un Américain à Paris, à la fois aussi dans le film à d'autres moments Funny Face. Il y a une citation directe de Drôle de frimousse de Stanley Donen. C'est une sorte de roue continuelle du cinéma. Donc il y a à la fois la réalité de la ville, et en même temps, toujours la présence de ce cinéma passé. Je vois que j'ai pris en fait beaucoup de temps avec ces extraits, donc je vais m'arrêter là, mais je voulais savoir si vous aviez des questions, des commentaires sur ce qu'on a vu ou sur ce qu'on n'a pas vu d'ailleurs. N'hésitez pas. Oui. Est-ce que vous voulez un micro ? Je ne suis pas cinéphile, donc quand j'ai vu La La Land cet après-midi. Ah. Et donc je trouve que toute cette technique, c'est très intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse de faire du cinéma, enfin qui veut s'intéresser à la technique du cinéma. Si, c'est intéressant, mais ayant vu le film cet après-midi, oui. Je ne pensais pas que c'était valable, enfin je suis intéressant. Et je pensais que l'avantage d'analyser... Le film lui-même. Oui, je ne savais pas exactement ce que vous voulez faire. Ouais. C'était toujours bien. Ouais. Mais je ne suis pas une cinéphile, ni une... je n'ai pas la chance d'aller très souvent aller tous les samedis au lit un peu, mon spectacle, ça fait midi. C'est ça que je voulais dire. Par quoi ? Par la déconstruction ou par le... Enfin, les précédents, je ne les ai pas vus. Mais
Il y a tout. Dans La La Land, toutes les comédies musicales, puisque même avec Jane Kelly et Chanson sur la pluie, j'étais à l'instant, on est souvent dans le rêve et l'imaginaire, c'est ça son livre. Je vois quelqu'un qui soit initié me répond, dise quelque chose. Oui, alors justement, la particularité, me semble-t-il, de ces comédies musicales classiques, on peut dire, de l'âge d'or, où la couleur est déjà là, tout est en place du point de vue du fonctionnement des studios, et notamment au studio MGM, c'est justement de mettre en tension, si vous voulez, le rêve, ce que vous dites, l'imaginaire, par le travail des couleurs, par les costumes, par les décors, et on le voit dans les séquences notamment que j'ai passées de Escale à Hollywood, hein, c'est-à-dire que Hollywood et les studios peuvent tout est possible, on peut tout imaginer, on peut tout mettre en image, littéralement, par les moyens du cinéma, mais en même temps, je dis mettre en tension parce que ces films-là nous montrent les artifices, c'est pour ça que vous dites aussi démolir, c'est-à-dire que voilà, on voit avec quoi c'est fait. Ouais. Là, on est là, personnellement, je suis arrivée à une grande capacité de temps, d'attention. Je sais pas, ça fait oui, je suis en tension. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, mais je pense que ça, c'est quand même au cœur de la comédie musicale elle-même, si je peux me permettre, et notamment du music-hall aussi, c'est-à-dire du music-hall américain, c'est-à-dire d'être complètement dans le spectacle et en même temps de montrer le muscle, si vous voulez. Il y a une dimension de travail. C'est très lié même historiquement. C'est-à-dire qu'il faut montrer dans la danse, dans la chorégraphie même, à la fois le rêve, l'imaginaire, tout l'aspect onirique. On pense que c'est impossible, mais si, ils y arrivent à concilier ça et en même temps j'allais dire presque une morale du travail. Hein. Et ça, c'est vraiment au cœur aussi de Chantons sous la pluie. C'est-à-dire que on sait très bien, quand on voit Gene Kelly, par exemple, danser, que derrière, il y a des heures et des heures de répétition. C'est un travail harassant. Et on sait que Gene Kelly était un bourreau de travail. Pour lui, pour les autres aussi. Debbie Reynolds, qui commençait, là, débutait à raconter comment elle avait des ampoules pas possibles aux pieds, parce que, voilà, on la faisait répéter. C'est toujours... Il y a les deux, c'est-à-dire que d'abord on ne peut pas physiquement obtenir le résultat merveilleux et léger sans avoir fait toutes ces répétitions et tout ce travail, mais en plus de ça, il y a quelque chose qui est au cœur du music-hall même américain, qui est de restituer le labeur, je dirais. Et ça, c'est lié quand même à ses origines, aux origines foraines aussi du cinéma, enfin ça remonte assez loin en fait. Ce rapport entre, on pourrait dire, la machine et le corps est quelque chose qui serait de l'ordre beaucoup plus du rêve, de l'imagination, etc. C'est lié. D'équilibre social. Qui est d'actuel, qui est peut-être, je croyais plus ancien, je crois 2006, j'ai vu que c'était 2016, d'équilibre social. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par équilibre social ? L'équilibre social, déjà, parce que c'est la logique, et l'Assemblée qui avait, dans ce film, un travail sur une recherche d'équilibre social. Oui, je pense qu'il y a une recherche d'équilibre de beaucoup de choses, effectivement, entre le réel et l'imaginaire, comme vous disiez. Justement, par rapport au réel et l'imaginaire, tu dis que, alors on connaît Fred Astaire, Kelly, bureau de travail. Oui. Je sais pas si ça fonctionne. Mais pour le coup, là, dans La La Land, les deux acteurs ne sont a priori ni danseurs ni chanteurs. Oui, parce que je disais que les inspirations, il fait un peu feu de tout bois, hein, Damien Chazelle. Il n'hésite pas, et certains l'accusent d'être un peu roublard, justement, dans sa façon de jongler avec autant de références. Peu importe, à la limite, mais le résultat est là. Mais justement, l'un des emprunts, c'est Jacques Demy. J'en ai assez peu parlé, mais je pense que vous connaissez ces films. En tout cas, les films Les Demoiselles de Rochefort et Les
parapluies de Cherbourg, qui sont vraiment cités, visuellement cités les deux dans La La Land. Et la particularité de Demy pour Les Demoiselles, c'est qu'il a quand même fait le pari de faire jouer les sœurs d'Orléac, enfin Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac, alors qu'elles n'étaient pas danseuses, alors ni chanteuses, ça c'est, elles sont doublées par des chanteuses professionnelles parce que la musique de Michel Legrand est trop difficile à interpréter vocalement si on n'est pas professionnel, mais en tout cas il a fait danser ces personnages-là qui n'étaient pas des danseuses. Et il a réussi, je dirais, dans sa mise en scène et dans son écriture, à intégrer la présence de non professionnels. Alors, bien sûr, il y a Georges Chakiris, il y a aussi une troupe de danseurs anglais. Justement, c'est une question d'équilibre. Là aussi, c'est une question de dosage. Mais Damien Chazelle, étant d'une génération beaucoup plus jeune, a vu que c'était possible. Jacques Demy, c'est un projet fou. Les Demoiselles de Rochefort en 67. Comme était un projet fou le côté opératique, c'est-à-dire tout chanté, entièrement chanté, des Parapluies de Cherbourg, qui a réussi en 64. Donc voilà. Ensuite, il a fait quelque chose qui ressemble plus à une comédie musicale classique et qui venait aussi du fait que Demy avait vu West Side Story, donc très très inspiré à la fois de la comédie américaine classique et puis un peu plus tardive West Side Story. Et bien sûr, il invite Gene Kelly. Donc il arrive Demy à équilibrer comme ça par un jeu très très subtil de qui sait danser et qui ne sait pas le faire, mais va pouvoir, avec une chorégraphie suffisamment simple, le faire. Et il me semble que Chazelle a compris ça aussi, et qu'il fallait qu'il choisisse des acteurs. Il fallait qu'il choisisse avant tout des acteurs, plutôt que des gens qui sont chanteurs et danseurs, formés, disons, à l'art de la comédie musicale de scène, comme il en existe. Et puis il y a un aspect économique aussi, c'est-à-dire qu'il faut des stars quand on fait un film qui coûte assez cher. Il faut quand même des gens dont les noms appellent les financeurs. Et du coup, justement, est-ce que le fait de faire appel à des gens dont on sait a priori qu'ils sont ni chanteurs ni danseurs, comme les acteurs de La La Land, est-ce que finalement ça ne serait pas plus accessible? C'est qu'en fait, on sait très bien quand on voit une comédie musicale qu'on n'est pas capable de danser comme Fred Astaire ou de chanter comme Julie Garland. Pour autant, là, on se dit que peut-être on pourrait danser comme Ryan Gosling et peut-être on pourrait chanter comme... Oui, mais est-ce que c'est votre rêve de danser comme Ryan Gosling? Peut-être plus comme Gene Kelly, comme Fred Astaire. Voilà. Effectivement, c'est une question. C'est scénarisé dans La La Land, puisque on a un qui est amateur de jazz mais qui n'est pas danseur, c'est un pianiste de jazz, et c'est plutôt bien fait. Ryan Gosling joue du piano, ça doit pas être c'est pas Glenn Gould, mais enfin on y arrive. Et donc on chorégraphie aussi en fonction. Vous avez vu dans la chorégraphie à l'intérieur de l'observatoire, au début ils se tournent autour, enfin c'est très léger du point de vue chorégraphique, et puis quand ils sont ensuite dans le ciel, on reconnaît très bien que c'est un autre couple en silhouette. On voit très bien les levées de jambes en tournant. Bon, donc c'est scénarisé dans le film puisque ce sont des wannabes, ce sont des gens qui, comme tout le monde dans la moitié des scénarios de films américains quasiment, vient tenter sa chance à Hollywood. Donc effectivement, c'est justifié qu'ils ne soient pas tous des professionnels accomplis. Sur l'idée que nous, spectateurs, on va peut-être plus se projeter sur quelqu'un qui est un amateur, je pense que c'est en partie vrai et en partie dangereux quand même. C'est-à-dire que si on ne pouvait pas se projeter dans Fred Astaire et Gene Kelly ou Judy Garland et sa capacité vocale extraordinaire, on n'aimerait pas leur fille non plus. Donc c'est un petit peu dangereux de miser sur l'amateurisme, je pense, de ces danseurs et de ces acteurs. Pour projeter dans Gene Kelly, je propose, en fait, je vous rappelle juste que J'entends sous la pluie sera diffusé demain, mardi prochain à 14h au Gaumont, mais sera suivi d'une leçon de claquettes aux Libertés. Oui. Donc si vous voulez vous projeter dans la chorégraphie de Gene Kelly, et dansez pas, vous pourrez vous essayer à taper du pied. Oui, et également. Puisque nous pratiquons tous les deux les claquettes, on peut vous dire que c'est facile. C'est facile. C'est pas à un certain degré de technique, mais c'est assez facile, je trouve, de s'initier aux claquettes. C'est initié, oui, c'est facile. Et d'autre part, l'intérêt des claquettes, si je peux me permettre, qui est un art important dans la comédie musicale, y compris à l'écran, et vous le voyez même quand elles sont un petit peu matinées de pseudo-flamenco hispanisant, comme dans la séquence de Escale à Hollywood que j'ai montrée, c'est que les claquettes sont en fait autant un instrument de musique qu'une danse. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être danseur
pour faire des claquettes. En revanche, si on n'a pas du tout de sens du rythme, c'est plus un problème. Et d'ailleurs, vous me parliez d'un cours de claquettes avec un batteur uniquement, c'est ça c'est vraiment très très proche de la percussion, les claquettes. Bon, outre que c'est pas la spécialité de Gene Kelly, hein. C'est vrai que il en fait très bien, mais je veux dire, on voit que Gene Kelly est vraiment danseur, on pourrait dire, et Fred Astaire est plutôt musicien. Et d'ailleurs, Fred Astaire était batteur. Et si vous voyez le film qui s'appelle Parade de printemps, Easter Parade de Charles Walters, avec Fred Astaire et Judy Garland, il y a notamment un numéro extraordinaire où il joue à la batterie, qui est vraiment exceptionnel. Parfait. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à vous. Merci. S'il n'y a pas de questions, je vais profiter de l'Académie vidéo. Une question, pardon, excusez-moi. Parce que sinon c'est déséquilibré. Oui, c'était justement le succès de La La Land. Comment il s'explique, parce qu'on est en 2016, voilà, et il y a une sorte de retour de la comédie musicale. Et je suis étonnée, ça marche à fond, quoi. Donc, ça marche. Vous pensez dans la réussite que ça a attiré beaucoup pour vous, ou dans la réussite dans les salles, vous voulez dire? Dans les salles, dans les salles. Je suis étonnée par le succès de ce film. Et voilà, c'est lié à peut-être au talent de Damien Chazelle, mais il y a peut-être aussi un besoin du public. Voilà, peut-être ça fait trop longtemps qu'on n'avait pas vu. Ouais, je pense que c'est lié à sa capacité, comme j'ai essayé de dire, synthétique, c'est-à-dire qu'il a vraiment synthétisé beaucoup de courants de la comédie musicale, et beaucoup d'aspects il a emprunté de manière assez bien dosée. D'autre part, il a actualisé le scénario. Alors moi, c'est là où je me mettrais à distance du film. C'est-à-dire que c'est un argument pour lui de poids positif, de dire finalement, les héros, chacun vit sa vie de son côté. C'est un peu ça, je caricature, mais il y a un pseudo-happy end qui n'est qu'imaginaire quand il se revoit à la fin chez Sebs, le club de jazz enfin créé. Mais la véritable fin, c'est que chacun a poursuivi sa carrière et réussi de son côté. Mais ce qui a échoué, c'est quand même ce couple. C'est quand même l'union de ce couple. Ce scénario-là, voilà, c'est toute la question. En tout cas, ça n'est pas un couple réel, ça n'est pas un couple dans la vie. Et justement, le fait qu'à la fin, finalement, chacun aille de son côté, mais nous, spectateurs, nous avons eu la gratification imaginaire par le numéro du happy end malgré tout. C'est assez malin. Enfin, c'est assez. Tout est rempli. À la fois le romantisme et à la fois, on peut dire, le désillusionnement contemporain, s'il y en a. Donc c'est assez malin dans le scénario. Mais là encore, je suis désolée de le dire, mais il y a un film qu'il a fait en 1972, et c'est New York, New York de Martin Scorsese. Alors, Martin Scorsese n'est pas un réalisateur de comédie musicale, mais ce film est absolument passionnant. Je vous le recommande, avec la fille de Judy Garland et de Vincente Minnelli, Liza Minnelli, et avec Robert De Niro. Et justement, c'est ce qui se passe à la fin de New York, New York. C'est-à-dire qu'on a vu les amours tumultueuses de ces deux artistes, l'une qui est chanteuse et l'autre qui est joueur de saxophone jazz. Et à la fin, c'est à deux doigts, le couple est à deux doigts de se reformer. Ils ont eu un enfant ensemble, mais ils sont séparés. Et puis vraiment, ça se joue à très très peu de choses. Et l'un comme l'autre, un peu comme à la fin de Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard, où il veut se suicider, puis il veut plus se suicider, mais c'est trop tard, il appuie sur le mauvais. Voilà, c'est vraiment à un cheveu, et finalement leur chemin diverge. Donc ça, c'est présent dans New York, New York, film d'une post-modernité, on peut dire, assez terrible et fracassante, mais qui retravaille les années 40, parce qu'il est situé pendant les années 40, et avec quelqu'un qui ressemble trait pour trait à ses deux parents, qui sont des icônes de la comédie musicale. Donc c'est vrai que je pense que ça a réussi parce qu'il a cette capacité de rouleau compresseur, si vous voulez, d'intégration de tout ça. On a le happy end sans l'avoir, enfin voilà, c'est quelque part tout le monde est satisfait de ce point de vue-là. Par ailleurs, la comédie musicale n'a pas arrêté de s'en aller et de revenir. Donc quand on dit il y a un renouveau ou il y a un revival de la comédie musicale, en fait elle était déjà morte au début des années 30, parce qu'on a tellement matraqué tout le monde au début du parlant avec des comédies musicales, parce que ça fournissait des choses déjà existantes à Broadway, comme je l'ai dit, qu'au bout d'un moment, en 32, les gens ils en pouvaient déjà plus, si vous voulez. Donc il a fallu que ça se renouvelle.
Alors, vous me direz, là, quand même, ça fait plusieurs décennies, et c'est vrai que c'est un film qui est plus nourri de comédie musicale classique que de Hair, de Milos Forman ou de choses des années 70, oui. Mais cet aspect rétro, il est aussi un peu dans l'air du temps, par ailleurs, me semble-t-il. N'oublions pas qu'en France, la comédie musicale via le cinéma, mais via aussi la scène, avec Mogador et le Chapelet, découvre enfin la comédie musicale. La France est comme un des seuls pays au monde, un des seuls pays au monde où la comédie musicale n'est pas à l'affiche d'un Parisien, par exemple. Ça y est, c'est un film, c'est 10 ans. Ouais. Mais on peut se demander si c'est avant, après La La Land. Il y a une espèce de grand d'effet d'entraînement, si vous voulez, à partir du moment où un film ou un spectacle à la scène fonctionne. Après, quand on voit Chantons sous la pluie sur scène, on est quand même mis en face d'une réalité qui est que Chantons sous la pluie est une exception dans l'histoire des comédies musicales filmées, c'est-à-dire qu'il ne préexistait pas en tant que pièce musicale. Il a été créé de toutes pièces, à partir d'un répertoire de chansons qui lui préexistait, mais dans son scénario, dans sa mise en scène, il n'y avait rien qui préexistait. C'est le film. Chantons sous la pluie, c'est d'abord un film. Donc si on en fait un spectacle musical pour la scène, ce qui a été fait, on va être confronté à un problème, on l'est de fait, qui est que Gene Kelly, quand il tourne un numéro, il peut couper et il peut recommencer le lendemain et faire un autre plan le lendemain. Donc si vous voulez, il y a une énergie physique et une perfection dansée qui est impossible à avoir en continuité dans le temps réel de quelqu'un qui est sur scène. Et voilà, oui, plus ou moins, c'est discutable. Mais en tout cas, il y a aussi tout l'aspect dans Chantons sous la pluie qui est ce que j'ai essayé de montrer, de l'artifice pur du cinéma. Il y a Broadway Melody, il y a des choses qui sont de l'ordre du trucage cinématographique qui n'ont rien à voir avec l'art de la scène. Donc, il me semble que Chantons sous la pluie est plus un film, disons, sur le cinéma, etc., que sur la célébration du musical de Broadway, même s'il y a le numéro God a Dance montre un hoofer, un apprenti chanteur et danseur qui tape à toutes les portes des impresarios pour pouvoir faire de la scène. Mais ça, c'est une partie du film. Mais en réalité, le film repose énormément sur des procédés qui sont typiquement cinématographiques, comme le flashback, comme des trucages quand on voit toutes les jambes ensemble. Vous voyez, ça, c'est impossible à faire à la scène. Donc, c'est... Merci beaucoup, Charlotte. Il Merci. fait plus dehors. Oui, Merci. Merci.